Il y a énormément d'abonnés qui m'ont donné des conseils et je crois que le conseil qui est le plus revenu, c'est les montres connectées. Enfin, je dirais plutôt les ordinateurs de poignet. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une menace pour l'horlogerie? Je me suis fait tailler en long, en large, en travers parce que j'étais pas en études d'horlogerie et que je me permettais de parler d'horlogerie. Alors oui, j'ai ce culot. Je le fais, je vais continuer de le faire. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore avec Mathis. L'épisode 1 vous a plu, donc on continue de partager. On fait l'épisode 2, le lien du 1 est en description. Je vous souhaite de passer un agréable moment. Pour se représenter rapidement, donc je suis apprenti horloger actuellement, je prépare un CAP en horlogerie. Je fais régulièrement des vidéos sur Instagram, donc sous le compte Germa Watch, le lien sera dans la description et à Laura de se présenter. Et bah moi c'est Laura, je suis passionnée d'horlogerie et j'ai envie d'apprendre. Je suis là pour partager un petit peu mon processus d'apprentissage. Pareil, le lien de mon Instagram en description. On y va? C'est parti. Bon, comment ça s'est passé depuis l'épisode 2? En vrai, on peut en parler. On a eu beaucoup de visibilité, on s'est pris des mauvais commentaires, on s'est pris des gentils commentaires. Ouais, il y a eu beaucoup de commentaires constructifs, des gens qui nous motivent à aller plus loin, qui ont hâte de voir notre évolution. On a aussi eu des commentaires bien méchants, surtout parce qu'on a parlé de sujets qu'on maîtrisait pas forcément à la perfection et donc les gens n'hésitaient pas à nous tacler sur la moindre erreur et on va faire au mieux pour que ça se reproduise un petit peu moins. Ouais, effectivement, on a eu plein de gens, et d'ailleurs, merci beaucoup. Toutes les personnes qui sont aussi passionnées, qui nous encouragent, qui partagent, qui nous motivent, qui nous donnent des conseils, c'est trop bien, vraiment merci beaucoup. Pour les méchants commentaires, bon, c'est pas très grave, mais bon, gardez votre énergie, ça sert à rien. Nous, ça nous fait plaisir, ça nous enrichit. Mais il y a quand même des commentaires méchants qui sont très drôles. On a des grands poètes. Enfin bref, on s'en fout. Il y a une question qu'on m'a beaucoup posée en vrai, c'est pourquoi t'es passionné? Qu'est-ce que t'aimes dans l'horlogerie? Donc c'est une question que je te pose. Premièrement, ce qui passionne dans l'horlogerie, c'est l'histoire. Ça fait des centaines d'années que des gens sont horlogers. C'est un métier qui a disparu ces quelques dernières années. Et c'est un métier qui revient beaucoup dans une époque où les gens cherchent à avoir un métier qui est passionnant, qui a une réelle âme. Et ce qui me plaît à travers ce métier, c'est vraiment tout le côté poétique qu'il y a autour du temps. Le fait d'entretenir des gardes de temps, c'est quelque chose que j'aime profondément et c'est une passion énorme. Et oui, ce qui est plaisant dans le métier, c'est qu'en fait, quand on est sur une horloge ou une montre, en fait, on est complètement hors du temps et c'est assez paradoxal puisque, étant donné que c'est des instruments qui donnent l'heure, le fait de ne pas voir l'heure passer, de passer 4 heures le nez dans une montre et de ne pas voir du tout le temps passer, c'est vraiment quelque chose qui est super agréable et très passionnant. Et toi, du coup, qu'est-ce qui te passionne dans l'horlogerie? Moi, ce qui me passionne, c'est déjà l'aspect mécanique. J'ai toujours vu mon père faire de la mécanique et quand j'étais jeune, j'ai acheté un scooter qui fonctionnait pas et en fait, je l'ai réparé, bon, à l'aide de certaines personnes, etc. Mais j'ai trop aimé le fait que A entraîne B, qui entraîne C, qui entraîne D et que si A est un tout petit peu défectueux, et ben il y a plus rien qui marche. Vraiment, j'ai trop aimé cet aspect. Mais enfin, sauf que en tant que femme girly, je me voyais pas avoir les ongles tout noirs, plein de graisse, travailler en bleu de travail et tout ça. Donc l'horlogerie, c'était un bon moyen de faire de la mécanique sans être sale et sans être, c'est malheureux à dire, mais masculine. Donc ça, c'est un point. En plus de ça, j'aime bien les côtés atypiques. J'ai toujours voulu faire un truc un peu bizarre, quoi. Avant, je voulais être psychanalyste. C'est des métiers, je trouve, qui demandent un savoir-faire et c'est un peu mystérieux, je trouve. J'ai vraiment l'image de l'horloger dans sa grotte là, tout mystérieux, qui dévoile pas ses secrets et tout. Donc en vrai, j'aime bien parce que c'est difficile d'accès. Et ce que j'aime dans l'horlogerie, c'est aussi ce côté philosophique, un peu sur le temps. Quand j'étais petite et que je regardais ma montre, je me disais que à chaque fois que l'aiguille elle bougeait, j'avais moins de temps de vie. Et c'était horrible à l'époque, mais en fait, moi je trouvais pas du tout ça horrible. C'était hyper philosophique pour moi en mode profite de ton temps parce que quand ta montre elle tourne, ton temps avance aussi et t'as de moins en moins de temps pour expérimenter. Et après l'aspect aussi de détail, d'élégance, de finition, j'ai l'impression que la perfection n'existe pas sauf en horlogerie. Du moins, le métier qui se rapproche le plus de la perfection, c'est vrai que c'est l'horlogerie. Bon, évidemment, pas pour tout le monde, mais on parle vraiment de l'horlogerie de classe. Mais c'est ça qui est beau dans le métier, c'est que jusqu'où l'homme est prêt à aller pour pousser cette perfection jusqu'au moindre détail, jusqu'au x10, au x20, au microscope. Et c'est ça qui est passionnant dans ce métier. Mais oui, c'est passionnant et c'est vrai que mécaniquement parlant, si c'est pas parfait, ça ne fonctionne pas. Donc C'est vrai. on est obligé d'être
On est obligé que ce soit parfait. C'est un métier où il faut exiger le meilleur de soi-même dans toutes circonstances et se surpasser en permanence, toute sa vie en fait. Ouais, trop bien. C'est vrai qu'il y a pas de fin. Il y a pas un moment mais après c'est vrai dans d'autres métiers aussi et dans de nombreux métiers d'ailleurs. Mais il y a pas un moment où tu te dis: «Oh là là, j'ai fait le tour, c'est bon, je m'ennuie», quoi. Il n'y a pas assez d'une seule vie pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en horlogerie. Bah ouais, totalement. Malgré nos petits parcours, est-ce qu'il y a une montre qui t'a fait faire un virage à 90 et qui t'a vraiment mis le nez dedans? Pour les montres vintage, celle qui m'a vraiment fait m'intéresser aux montres vintage, pour la petite histoire, en fait, donc je faisais un petit peu d'achat-revente et tout ça sur Vinted et j'ai trouvé une Longines pour une centaine d'euros qui était très, très jolie avec un cadran bien patiné, sauf qu'à cette époque-là, je suis, lycéen. J'ai un compte en banque, mais j'ai pas du tout de sous dessus. Je dois avoir 30 euros ou 40 euros au grand max et je devais avoir peut-être 17 ans et je vois cette annonce et je me dis: «C'est pas possible, il me la faut, elle est magnifique, cette Longines» et donc à cette époque-là, ma mère a une boulangerie qui est dans le village juste à côté de chez moi. Je m'empresse d'attraper un vélo, de rouler à toute vitesse jusqu'à la boulangerie pour pouvoir, avec son autorisation bien sûr, prendre la carte bancaire de ma mère et pouvoir m'acheter cette Longines et aujourd'hui, c'est une Longines que j'ai toujours, que je porte de temps en temps et que j'ai révisée il y a pas très longtemps et donc c'est la montre qui m'a fait aimer les montres vintage. Trop bien. Pour ma part, une qui a marqué un peu le cours de l'histoire, bah, pareil, je fais de l'achat-revente, je suis à mes tout débuts, donc je suis en train d'apprendre et il y a un gars qui est venu au château. C'est un peu l'expert en achat-revente, le professionnel, celui qui sait faire, quoi. Et en fait, il me dit: «Oui, je suis à Lyon, j'ai une Omega, que j'ai envie de vendre, si tu veux, passe la chercher et vends-la pour moi». Mais ni une ni deux, je prends mes affaires, je pars à Lyon. Je passe la journée à Lyon et cetera avec mon frère et à 17h, ma mère me dit: «Il faut absolument que tu rentres parce que ton frère, il va rentrer, chez son père et tout». Bref, fallait absolument que je rentre et au moment où je rentre dans le train, le gars qui devait me donner la montre, il m'envoie un message, il me dit: «Je suis dispo, à quelle heure on se voit?» Et là, je suis trop frustrée. Je suis en mode: «Non mais c'est vraiment pas possible, enfin, c'est une blague». Donc je rentre à la maison. Je l'appelle et je lui dis: «Écoute, je reviens demain chercher la montre» et voilà. Donc je vais chercher la montre et c'est la première fois que j'ai une Omega dans les mains. Jusqu'à maintenant, voilà, j'avais des Tissot, c'est des très belles montres Tissot, mais Omega, j'ai trouvé qu'il y avait des finitions en plus, des trucs en plus. En plus, c'était une montre vintage, j'avais jamais vu et pourtant, c'était pas, la Omega, du siècle. Je l'ai dans la main, je l'observe, je la regarde. Je l'avais déjà étudiée en long, en large, en travers avec les photos. Et je sais pas, je la trouve merveilleuse cette montre, je la trouve bien finie. Je vois qu'elle a besoin d'être un petit peu nettoyée, réparée, mais je suis hyper frustrée parce que je ne sais pas le faire. Et de là, je me dis, j'ai envie de tout apprendre pour qu'à chaque fois que j'ai une montre dans les mains, elle puisse être parfaite, parfaite, parfaite. Et bon, je revends cette montre. C'était, je sais pas, c'est la première montre qui vraiment m'a marquée et où je me suis sentie au bon endroit et où j'ai vraiment vibré. OK, incroyable. Il faut qu'on parle de quelque chose. Il y a énormément d'abonnés, qui m'ont donné des conseils et je crois que le conseil qui est le plus revenu, c'est: «Pour bien apprendre, il faut être bien équipé». Et tu sais autant que moi que s'équiper en horlogerie, c'est quand même pas aussi simple que ça. Alors on va en parler. Qu'est-ce que tu en penses toi? Donc oui, tout dépend du niveau qu'on a en horlogerie. Si on veut vraiment simplement découvrir l'horlogerie, on peut tout à fait commencer avec des outils AliExpress, avec des petits kits à 30 euros, puisqu'on ne sait pas si on a envie de s'investir personnellement et financièrement en horlogerie. Donc ces kits-là permettent de découvrir l'horlogerie. Mais si on souhaite passer à l'étape supérieure, il faut commencer à acheter des outils de qualité. Il y a beaucoup de sites qui vendent des outils d'horlogerie, mais principalement Vénus Diffusion. Je les conseille premièrement parce que c'est un très bon site. Deuxièmement parce que ce sont aussi mes partenaires. Mais c'est le site le plus simple et le plus complet pour acheter des outils d'horlogerie. Quelle que soit la gamme des outils, que ce soit de l'entrée de gamme, du milieu de gamme ou du haut de gamme, il y a vraiment de quoi faire. Et on peut acheter tout ce qu'il y a besoin pour l'entretien et les réparations des montres sur ce site. À ton avis, pour commencer à, par exemple, moi, j'aimerais bien là, mon objectif, de l'année, ce serait juste de pouvoir nettoyer un mécanisme. Donc logiquement, il va aussi me falloir des huiles, pour remonter le mouvement et cetera. Quel budget je dois prévoir pour m'équiper, pour être capable de nettoyer un mouvement? Ça va dépendre de la qualité des outils que tu achètes, mais pour te faire la liste des outils dont tu as besoin rapidement, donc il te faut tout ce qu'il faut pour démonter un mouvement, donc le set de tournevis, les bruxelles, un benzinier. Un benzinier, c'est une petite coupole en verre en fait qui te permet de mettre de l'essence C à l'intérieur et pour pouvoir nettoyer les pièces au pinceau. Sinon, les horlogers utilisent aussi des bains à ultrasons. Mais bon, les benziniers, c'est ce qu'il y a de plus simple en tout
tout cas qu'on n'a pas des gros moyens à mettre en horlogerie. Donc tu disais, il faut les outils pour pouvoir, démonter le mouvement. Ensuite, il faut, de quoi nettoyer le mouvement. Donc, le Benzinier. benzinier, l'essence C et ensuite des pinceaux, OK? Et après, il faut de quoi remonter le mouvement donc Les mêmes outils que pour le démontage. Après, bon, une loupe pour contrôler que tout est bien propre et puis des huiles si on veut faire le rhabillage ou la révision de ce mouvement-là. et un support. Voilà, un support de mouvement aussi. Donc le budget, enfin une fourchette entre le minimum et le maximum. Pour avoir une grosse fourchette avec vraiment des outils de mauvaise qualité, on peut s'en sortir pour une centaine d'euros. Mais pour des outils de bonne qualité, ça va être entre 200 et 300 euros pour la partie démontage, remontage et nettoyage. Après, si on ajoute les huiles, les huiliers, c'est encore un budget supérieur. 400, 400, 500 euros, ouais. 500 €. C'est un investissement. C'est un investissement, mais on est remboursé par le bonheur. Oh, c'est joli! C'est beau. Et donc à quel point tu penses que c'est important d'avoir des bons outils en horlogerie? Ça permet d'être plus précis dans son travail, de faire du travail de meilleure qualité avec des bons outils. Et si on sait s'en servir, évidemment, on peut faire un travail de meilleure qualité et ça évite tout un tas de problèmes, des casses ou des rayures sur des mouvements ou toutes ces sortes de choses qu'on évite avec des outils de bonne qualité. C'est vrai que jusqu'à maintenant, du coup, moi j'étais en découverte. Je suis un peu arrivée là, plus ou moins par hasard. Enfin, la vie m'a emmenée dans l'horlogerie, donc j'ai mon kit AliExpress, et c'est vrai que donc j'ai des outils de pas très bonne qualité. Bah voilà, ma Bruxelles, elle est magnétique. Je peux pas faire grand-chose. Comment ça s'appelle le truc pour enlever, enfin pour dévisser les fonds de boîte? Ça s'appelle une clé ouvre-boîte. Bon, et ben ma clé ouvre-boîte, elle a les petites pointes là qui permettent bah, d'enlever le fond de boîte qui bougent. Donc ça veut dire que ça sert à rien. Il sert à rien le truc. Les tournevis, et bah, j'en ai trois. Les trois, ils sont de la même taille. Mon support de mouvement, enfin, c'est pas vraiment un support de mouvement. Donc je vois que je commence à être limitée, que je suis bloquée. Par exemple, si je veux remettre une vis, elle reste collée à ma pince. Enfin, je peux rien faire. Là, je pense que j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre avec, ce kit-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis ultra limitée et je suis un peu frustrée et donc du coup, c'est cool, c'est que j'ai évolué, c'est que j'ai grandi. Mais ouais, c'est quand même hyper important d'avoir des outils, adaptés. Ah oui, donc il faut qu'on aborde ce sujet. On est obligé de l'aborder parce que alors, je me suis fait tailler en long, en large, en travers parce que j'étais pas en études d'horlogerie et que je me permettais de parler d'horlogerie. Alors oui, j'ai ce culot, je le fais, je vais continuer de le faire. Pour toi, à quel point c'est possible d'être autodidacte? On peut se former tout seul, c'est juste beaucoup plus long et beaucoup plus contraignant. Mais je pense que le meilleur parcours à avoir, c'est de commencer par se former en école, en entreprise. Et une fois qu'on a les capacités, vraiment les grosses bases, qu'on sait faire la plupart des choses en horlogerie, en fait, c'est impossible de partir à son compte et de absolument tout savoir en horlogerie. Il y a forcément des petites choses qu'on ne sait pas. Et il faut savoir évidemment les grandes lignes, comment réviser des montres, des pendules, comment répondre à la plupart des problèmes. Mais c'est évident qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas faire et après rien ne nous empêche de faire appel à un ami ou faire appel à des connaissances pour nous aider ou juste simplement s'asseoir, se creuser la tête et trouver le problème tout seul. Mais oui, je pense que le meilleur parcours à avoir, ce serait de se former avec des gens qui sont plus compétents que vous, ça permet de gagner énormément de temps. Et puis ensuite de se mettre à son compte dès qu'on en a les capacités ou de bosser en manufacture si c'est le souhait de la personne. Totalement, totalement. En vrai, jusqu'à maintenant, enfin, au début, je pensais que je pouvais apprendre en autodidacte et en vrai, l'horloger, c'est un peu le médecin de la montre. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué en autodidacte et je pense vraiment, véritablement qu'il faut d'abord les bases, vraiment, bah, comprendre comment manipuler une montre. Je pense que ça évite de faire des erreurs, de base. Ouais, c'est ça, tu gagnes du temps et donc le meilleur parcours sur le principe, ce serait un CAP. Moi, je pense que le meilleur parcours et je sais pas si c'est faisable, mais ce serait de trouver un mentor. De trouver une personne, je sais pas, qui croit en toi, une personne qui a envie de te transmettre son métier, chez qui tu vas pendant, 3 mois, tous les jours, 6 mois tous les jours et je pense que tu peux apprendre énormément de choses grâce à un mentor. Je sais pas si ça se fait, je sais pas si c'est courant, je sais pas si ça existe, j'en sais rien, mais je pense que c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre. Bah, je pense qu'il faut que cette formation, elle soit encadrée d'un cadre juridique, c'est obligé. Donc à voir si c'est faisable avec un CDD ou avec une formation quelconque. Je connais pas vraiment ce qui se fait, mais je pense que c'est faisable. Mmh. Oui, c'est vrai que ça doit être faisable, quand c'est encadré et du coup, je sais pas, moi dans ma tête, j'imagine vraiment, tu sais dans les films, des fois, il y a un gars qui va prendre un truc
Et puis, il y a un gars plus expérimenté qui prend le gars qui veut apprendre sous son aile. Et du coup, ça devient le meilleur du monde parce qu'il a été ultra passionné. Je vois trop le truc comme ça. Mais oui, t'as raison, il faut que ce soit encadré. Donc, dans ce cas-là, ça peut se faire de manière juridique. Ouais. La plus belle des choses qui puisse arriver, c'est de rencontrer un horloger qui est passionné et qui a envie de transmettre son savoir-faire. Et là, on est parti pour des années de bonheur, hein. Totalement, totalement. T'as même plus l'impression que tu travailles ou que tu développes des compétences. Enfin, t'es juste en train de partager avec quelqu'un et ça doit être trop beau. Mais bon, tout ça pour dire que apprendre en autodidacte, c'est cool. Mais si t'as pas de temps à perdre, je pense qu'il vaut mieux quand même être supervisé, soit par des études, soit par un horloger expérimenté. Donc non, je ne retournerai pas faire des ongles, je vais aller me former. Et c'est pas un faux podcast. Et oui, et je ne suis pas une IA. Ensuite, Oh! Ah oui! Les montres connectées. Les montres connectées. Enfin, je dirais plutôt les ordinateurs de poignet. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une menace pour l'horlogerie? J'ai vu des vidéos qui disaient que il y a eu la crise du quartz et que là, il va y avoir la crise de la montre connectée. je ne pense pas, puisque le public visé par les montres connectées n'est pas du tout le même public que celui qui est visé par les montres mécaniques. Les gens qui recherchent des montres connectées, ils cherchent quelque chose de pratique, un outil du quotidien qui leur permette de savoir leur pulsation par minute, leur santé, leur qualité de sommeil. À l'inverse, quelqu'un qui va aimer les montres vintage ou les montres mécaniques, il va s'intéresser à la montre comme un bijou, comme une extension de sa personnalité. C'est pas du tout la même demande, en fait. Là où la montre connectée, elle va être vue comme un outil du quotidien pour la vie, la montre mécanique, elle, c'est plutôt un bijou qu'on porte au quotidien, un bijou mécanique qui nous fait sentir des émotions et puis qu'on apprécie tous les jours pour lire l'heure ou même sans lire l'heure. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des montres mécaniques et qui ne les mettent même pas à l'heure, qui les portent simplement pour le plaisir d'avoir cet objet-là au poignet. C'est intéressant. Je suis tellement d'accord avec toi, mais en même temps, j'ai entendu tellement de choses sur ça qu'en vrai, j'avoue, enfin, je suis obligée de remettre en question le fait qu'il va y avoir une crise ou pas, mais enfin bon, peu importe. De toute manière, si on écoute Internet, il va y avoir des crises pour tout et pour rien. J'ai même entendu que le noyau de la Terre, il était en train de bouger et que donc du coup, l'horlogerie allait disparaître. Et sur le moment, j'étais en mode ah bah non, pas tout de suite. J'ai pas eu le temps de me former encore. Mais après, bon, j'ai compris que tranquille. Bon, en tout cas, je suis d'accord avec le fait que ça répond pas aux mêmes besoins. J'ai déjà vu une personne qui avait une montre connectée et une montre. Et j'ai déjà vu aussi des montres qui semblent montres, mais qui en fait sont des montres connectées. Je me rappelle plus de la marque. Il y en a qui titillent un peu cette frontière-là avec des montres mécaniques et connectées ou l'inverse, ou des montres avec des aiguilles et connectées. Et il y a plein de marques qui remixent un peu ce mélange-là à leur sauce et ça répond aux demandes de tout un tas de personnes. Mais oui, mais je suis d'accord, pour moi, c'est deux choses différentes. Une montre connectée, c'est un ordinateur de poignet. C'est voilà, on a le téléphone, on a l'ordinateur, et on a aussi l'ordinateur à la montre, hyper facile d'accès et voilà, pratique plus ou moins. Alors que la montre, vraiment telle qu'elle est, en soi, elle est pas pratique, forcément. Elle est esthétique, elle est artistique, elle est sentimentale, émotionnelle, elle est intéressante. Elle est vue comme un bijou, quoi. Ouais, voilà, c'est un accessoire, j'ai envie de dire la montre mécanique, elle sert à rien. Elle est vraiment là pour le cœur, alors que, l'ordinateur de poignet, c'est vraiment, pour l'exploiter, elle est pratique. C'est ça. Ce qui est beau en horlogerie, c'est de voir jusqu'où on peut aller dans un objet qui sert à rien. Aujourd'hui, il y a des montres qui ont tout un tas de complications hors du commun et absolument inutiles, mais la beauté, elle est dans le fait qu'on arrive en fait, avec des pièces en métal, informer à l'utilisateur des années bissextiles ou des phases de lune ou de chronométrer, et tout ça avec des ressorts, des engrenages, du métal, et c'est ça qui est beau, c'est jusqu'où on peut aller dans la mécanique en fait. C'est vrai que techniquement, les phases de lune, ça ne sert à rien. Vraiment, et ça n'a aucune utilité. Et pourtant, quand on voit une phase de lune sur un cadran, c'est quand même hyper stylé, quoi. Complètement. Et vraiment, je me lasserai jamais de Beaver qui a dit je porte quand même pas une montre parce qu'elle me donne l'heure. C'est complètement dérisoire. C'est pas exactement cette phrase-là, mais ouais, en gros, il dit que si tu portes une montre parce qu'elle te donne l'heure, c'est que t'as vraiment rien compris à l'horlogerie. Et c'est marrant, c'est beau, trop bien. J'ai fait beaucoup d'erreurs de débutant et je le sais parce que
J'ai osé partager ça, j'ai osé montrer à tout le monde ce que je faisais alors que j'y connaissais rien. Et j'ai fait des erreurs de débutant qui vraiment ne seraient jamais arrivées si j'avais été supervisée par un horloger. Donc j'aimerais qu'on fasse le top 5 des erreurs de débutants pour ceux qui débutent aussi, qui nous suivent et qui savent pas, qui peuvent pas deviner les erreurs. Donc on peut faire une petite liste. Je vais commencer par l'une des erreurs où j'ai reçu le plus de messages, c'est de mettre le balancier dans le sens où le pivot il est contre la table. J'ai reçu peut-être 150 messages. J'ai reçu des mails. J'ai vraiment, oui. J'ai reçu des mails, mais hyper bienveillants. Je vous remercie. Je me rappelle plus qui m'a fait ça, mais vraiment merci beaucoup. En gros, il a screen ma story. Il a entouré en rouge le balancier et il m'a dit regarde, t'as mis le balancier dans ce sens-là, ça va abîmer le pivot. Il faut toujours que tu le manipules dans l'autre sens. Et à côté, il m'a envoyé des références de trucs pour me former, quoi. Gros cœur sur toi, vraiment, je te remercie. Donc ça, c'est une erreur. Voilà, attention au sens du balancier. Ensuite, est-ce que tu aurais une autre erreur de débutant qu'on pourrait éviter? La première erreur où je me suis fait tailler, c'est les doigtiers. Au début, j'utilisais mes gros doigts pour manipuler les mouvements. Je me suis tout de suite fait détruire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit fais pas ça, ça va défoncer le mouvement. Et ils ont raison. Complètement raison et maintenant je peux pas m'imaginer toucher un mouvement mécanique avec les doigts nus comme ça, c'est de la folie. Pour ma part, je savais qu'il fallait protéger ses doigts pour manipuler un mouvement, mais puisque je savais pas pourquoi, j'en faisais qu'à ma tête. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que on est des humains, donc on sécrète un truc qui fait que ça oxyde le mouvement. Quand tu touches ton mouvement, tu crois que ça fait rien à l'œil nu, mais en fait, si tu observes correctement, tu verras que ça oxyde les pièces que tu es en train de toucher. Donc, c'est pas juste pour faire joli ou pour faire genre on est des horlogers. Ça a vraiment une utilité de mettre des gants. Enfin, moi, j'appelle ça des gants. Il faut le faire. Troisième erreur. Ne pas utiliser le bon grossissement pour les loupes de travail. La loupe de travail classique, je m'avance en terrain inconnu, je sais plus exactement, mais je crois que c'est fois 2,5. Et par exemple, on peut pas travailler sur tout un mouvement pendant des heures avec une loupe fois 12. C'est une grosse galère, ça zoome trop. Une quatrième erreur, moi je dirais que c'est de ne pas désarmer un mouvement avant de vouloir le manipuler. Alors, j'ai cassé les dents d'une roue, enfin d'un mobile, pardon, en faisant ça. Et j'ai reçu, pareil, une cinquantaine de messages pour me dire « Mais Laura, tu peux pas toucher un mouvement s'il n'est pas désarmé. » Et puis, c'est vrai. Je vais pas commencer à faire la vidange sur ma voiture alors qu'elle est en train de rouler. Genre, ça n'a pas de sens. Et c'est pareil pour la montre. Cinquième erreur, c'est de ne pas faire de photos de ce que tu es en train de faire. Sauf si tu as une fiche technique, dans ce cas-là, ok, tu peux t'en dispenser. Mais si tu n'as pas forcément de fiche technique à ta disposition et que tu fais pas de photos de ce que tu es en train de faire, tu pourras jamais remonter le mouvement de ta vie entière. Prendre des photos à chaque étape de démontage, c'est super important. Je parle en connaissance de cause. J'ai peut-être une montre qui va partir à la poubelle à cause de ça. Erreur numéro 6. L'erreur numéro 6, c'est de travailler en horlogerie, je parle, même pour les autres métiers, quand on n'a pas la tête libre, la tête vide ou qu'on n'est pas calme, qu'on est énervé, stressé, frustré. On peut pas travailler en horlogerie quand on a la tête occupée ailleurs. Je parle en connaissance de cause, je lutte beaucoup pour ça, pour essayer de me focus à fond sur la montre et pas divaguer dans ma tête. Mais quand on subit le stress, la fatigue, on a 10 fois plus de chances de faire des bêtises ou de mal agir ou de casser une pièce en sachant qu'on fait le mauvais geste, mais sur le coup de la frustration, on essaye quand même et c'est dans ce genre de situation-là qu'on fait les pires erreurs. Mais t'es d'accord avec moi pour dire qu'on peut pas toujours être à 100%. Comment tu gères ça? Il faut savoir mettre de côté ses émotions avant d'attaquer la montre et puis de pas attaquer la montre si on n'arrive pas à le faire ou si l'émotion est trop forte. Mais c'est obligatoire, sinon catastrophe. Catastrophe! C'est vraiment de l'auto-sabotage de faire ça en fait. C'est ça. Ok, on devait faire 5 erreurs. C'est terminé. On devait pas faire 5. Ok. Parlons maintenant d'un sujet sensible, très sensible, la spéculation. En quoi c'est mal de spéculer sur les montres? C'est bien pour certaines personnes, c'est mauvais pour d'autres personnes. C'est bien pour ceux qui veulent gagner de l'argent. On vit dans un monde où c'est impossible d'empêcher les gens de gagner de l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent et la spéculation est un des moyens qui permet d'en gagner. Là où c'est problématique, c'est que ça va empêcher les passionnés, ceux qui aiment vraiment l'objet pour son histoire, pour sa marque, pour son mouvement. Ça va empêcher ces personnes-là d'accéder à ces montres-là à des prix corrects et justifiés par rapport à la valeur de la montre, que la spéculation fait que certains prix s'envolent par rapport à la rareté. Et c'est ça qui est dommage, c'est que ça prive les gens qui aiment vraiment l'objet d'avoir ces objets-là. Et c'est simplement un moyen pour les gens les plus
plus fortunés de faire grossir encore plus leur fortune. C'est intéressant. La dernière fois, je crois que je regardais une vidéo de Démontrez-moi. Je sais pas si tu connais. Ok. Tu connais pas? Salut, démontrez-moi. Je Démontre- ne connais pas, mais on va Et les bon, voir. en gros, il répondait aux commentaires ou je sais plus quoi, et il y a un gars qui lui a dit dans quelle montre il faut investir. Et en fait, il a répondu, mais il ne faut pas investir dans une montre. Achète ta montre parce que tu l'aimes, parce qu'elle te fait kiffer, parce qu'elle est belle. Et en fait, il y a plein de montres dans lesquelles investir, mais tu dois pas les choisir en fonction de laquelle va te donner le plus de rendement, mais juste laquelle tu préfères avoir chez toi. Et j'ai trouvé ça hyper bien parce qu'en fait, moi, je l'ai interprété comme tu peux investir dans les montres, mais pas investir pour investir. Tu peux investir et aussi kiffer et pas que penser à l'argent. Et j'ai trouvé ça cool en vrai, qu'il expose ça comme ça. Après, je pense que c'est quand même une pensée qui est réfléchie et qui a lieu d'exister, puisque si on a envie de mettre, je dis n'importe 500 ou 1000 euros dans une montre, on n'a pas envie que cette montre, la semaine d'après, elle perde 200, 300 euros, ou en gardant cet ordre de grandeur-là. Il y a certaines personnes qui entendent un investissement par le fait de simplement ne pas perdre d'argent sur la montre qu'ils achètent, et je pense que c'est légitime parce qu'il y a beaucoup de marques qui vendent des montres très chères, mais qui, à peine sorties du magasin, à peine le colis livré, ne valent plus rien. Ce sont des montres qui ne perdent quasiment pas de valeur pour presque la totalité des modèles. Ouais, c'est intéressant. Mais bien sûr, le débat, il mérite d'exister. C'est totalement normal, c'est totalement légitime. Et c'est aussi intéressant, en vrai, de regarder. C'est vrai que je me suis un peu penchée dessus. C'est intéressant parce que juste avant les montres, je me suis demandé si j'allais pas être analyste financier. Ça m'est passé par la tête comme ça. Et j'avais beaucoup, beaucoup regardé justement le cours des marchés des marques de montres. Et c'est intéressant aussi de voir en fonction d'une annonce économique ou d'un truc. Bon, je m'aventure sur un sujet que je connais pas, hein. Mais que des fois, un petit événement ou un gros événement, ça peut vraiment changer la valeur de la montre, alors que la montre, elle a été faite avec les mêmes matériaux, la même intention, le même nombre, tout ça. Et pourtant, toute l'histoire qu'il y a autour, elle peut faire changer le prix de la montre. Bon, c'est intéressant, mais c'est sensible comme sujet. Attention, sujet sensible. Parlons spéculation. Ok, trop bien. Donc ouais, ça a des avantages, des inconvénients, comme dans tout. C'est cool d'investir, puis en vrai, c'est vrai que on investit dans l'immobilier, on peut aussi investir dans les montres, et c'est totalement normal. Et c'est vrai que ceux qui le font uniquement pour l'argent, c'est dommage parce que ça prive les passionnés, c'est mon avis. C'est vrai. Voilà, C'est vrai ce qu'on dit là. c'est notre vérité. Qu'est-ce que tu reproches à l'horlogerie? Je reproche à l'horlogerie les mêmes raisons qui font qu'aujourd'hui j'ai un compte Instagram et que je fais des vidéos. C'est le trop sérieux ou le trop secret, ou le fait que c'est un milieu qui est assez coincé entre guillemets, et le fait d'arriver avec un peu de, pas de jeunesse, mais de légèreté, d'insouciance. Ça donne un aspect complètement différent à l'horlogerie, et aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui commence à plaire un petit peu. C'est vraiment d'approcher l'horlogerie sous un angle nouveau, et presque pas amateur, mais sous un regard jeune, et puis bon, évidemment, on fait beaucoup d'erreurs. Les anciens sont là pour nous remettre en place quand on dit des bêtises, mais ça permet vraiment, voilà, de donner un nouveau... Un nouveau regard? Ça permet d'apporter en fait une nouvelle vision à ce milieu-là qui est vieillissant. Bon, plus ces dernières années évidemment, mais qui vieillissait du moins ces dernières années. Mais oui, oui, totalement, totalement. En fait, quand je vois certains commentaires, certains messages, certaines réflexions, parfois, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de commencer. Et que c'est soit je suis expert et j'ai le droit de parler, soit j'ai pas le droit de parler. Mais en fait, non, je débute et il y a plein de gens qui débutent comme moi. Et enfin, c'est nul de nous tailler, de nous dire qu'on n'a pas notre place, de nous dire qu'on n'est pas légitime, parce que en fait, eux aussi ils ont commencé. Et eux aussi ils ont commencé par dire roue à la place de mobile, et tout s'est bien passé pour eux. Ils ont appris et maintenant ils savent tout faire. Mais il y a bien un moment donné dans leur vie où ils ne savaient pas faire. Ou Oui. voilà. Donc c'est vrai que c'est dommage. Cette intolérance, ce jugement, cette fermeture d'esprit. Et puis c'est vrai que je parle en tant que femme. Des fois, je comprends bien que je suis plus bonne à aller sur OnlyFans qu'à faire de la mécanique. Non, en fait, j'ai envie de faire de la mécanique, je ferai de la mécanique. Point final. Bref. Donc voilà, un petit peu dommage, cette fermeture d'esprit. Heureusement qu'il y en a qui sont là pour apporter leurs conseils, leurs précieux conseils, et même certains dans la critique, dans la stupéfaction quand on fait des erreurs. En fait, ils nous aident à travers leurs messages puisqu'ils nous font comprendre notre erreur, et ils nous donnent parfois même des solutions pour ne plus faire ces erreurs-là. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est super bien, c'est que ça permet d'avoir les yeux de professionnels sur ce qu'on fait, et ça permet
de ne plus faire les erreurs qu'on pouvait faire auparavant. Et le fait d'être débutant et de se montrer comme ça permet aussi à toutes les personnes qui nous regardent, à toutes les personnes qui sont chez eux sur leur bureau, à s'intéresser à l'horlogerie, aux montres vintage, ou même ceux qui font des Seiko Mode, peut-être à changer de regard ou à se poser de nouvelles questions. Et on est là justement pour leur faire poser ces questions-là et savoir ce qu'ils aiment réellement dans l'horlogerie et les faire évoluer un peu plus vite que normalement. Bien dit. C'est vrai, faut se sentir libre d'essayer, d'expérimenter, de faire des erreurs. C'est ok de passer pour un con en fait. Bon, et ben on a pu expérimenter, on a pu regarder des gens, on a pu écouter, on a pu rencontrer des horlogers. Donc si on parlait des bonnes ressources pour en savoir plus sur l'horlogerie. Déjà pour les chaînes YouTube, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, mais je pense qu'on peut le redire parce que c'est trop facile de regarder une vidéo YouTube et d'apprendre des trucs. Ça nous demande vraiment aucun effort psychologique. YouTube, Instagram, c'est pépite pour apprendre des petites choses. Il y en a qui montrent plus ou moins certaines choses. Je vais dire le nom de quelques copains, n'hésitez pas à aller les voir, ils font des super vidéos. Le Calibre, Montre et Restauration, Montre-leur sur Instagram, très fort. Montre-leur. Donne beaucoup de conseils. Après, il y a tout ça, c'est pour le côté horloger. Et pour ce qui est plus de la passion de la montre, de l'objet, là, on est plus nombreux. Clément Entretemps sur YouTube, Leonardo de Cabillo sur Instagram, l'adresse du temps sur Instagram. Là, c'est plus axé sur l'horlogerie pour le coup. Et bon, il y en a plein d'autres. Je n'ai plus forcément les noms en tête, mais si je m'en souviens, on affichera tous leurs noms ici. Trop bien. Donc ouais, bah en vrai, j'aurais pas à rajouter. J'avoue que ce que je pense le plus en ce moment, c'est l'atelier du Calibre et Montre-leur. En termes de livres, la théorie de l'horlogerie, vraiment, c'est impossible de passer à côté. Enfin, moi, on en a trop parlé. Je pense qu'il y a peut-être, sans mentir, 150 personnes qui m'ont dit la théorie de l'horlogerie, vraiment, il faut absolument que tu regardes ce livre. Et gratitude, j'ai un abonné qui me l'a envoyé. Oui. Full en PDF? Je t'aime, oui. En PDF. Il me l'a envoyé en entier en PDF. Moi, il y a un gars, il m'a envoyé juste des petits morceaux. Oui, il me l'a envoyé en entier. Après, il y a un site internet qu'il faut que tout le monde ait dans ses onglets épinglés. C'est, je vais forcément mal le dire, mais Ciechanowski. On va mettre l'adresse juste là. On mettra l'adresse en description. Mais c'est un site internet où, en gros, tu vois vraiment chaque élément de la montre et c'est interactif. Tu peux, aller voir. On peut voir en 3D le fonctionnement des pièces entre elles et l'effet qu'elles ont entre elles et leur fonctionnement. C'est vraiment intéressant. C'est beaucoup mieux dit. Et après, donc, pour ma part, j'ai bien eu conscience que si je voulais prendre des compétences en horlogerie, il fallait que je démonte un mouvement un jour pour voir vraiment ce qu'il y avait dedans. Alors, j'ai démonté un mouvement vraiment, j'ai pris une montre qui me semblait absolument pas chère, que je pouvais totalement casser, etc. Mais en fait, quitte à jouer avec un mouvement pas cher, et bah, prenez un NH35. Je pense que pour 20 € sur AliExpress, ça peut le faire. Alors, Mathis, tu disais que c'était un mouvement automatique, donc plus compliqué. C'est pas forcément le meilleur mouvement pour commencer. Je conseillerais plutôt les 64-97. C'est des gros tracteurs énormes. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre les mouvements état parce qu'ils coûtent cher, mais il y a des clones qui existent sur AliExpress et ça permet d'avoir vraiment le mouvement mécanique dans sa forme la plus simple et d'avoir des grosses pièces. Donc c'est parfait pour commencer. Écoutez plutôt Mathis, c'est mieux que moi. Parfait. Et bah oui, parce que l'avantage, c'est que du coup, on peut trouver des fiches techniques dessus. C'est ça. Alors que bon, la montre que tu as récupérée tout au fond de ton tiroir, tu vas galérer à trouver la fiche technique. Je parle en connaissance de cause, donc merci Mathis pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Bah, dans les ressources, en vrai, vous avez les ressources, donc n'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur d'essayer et de pas réussir, n'ayez pas peur de casser des pièces sur un mouvement, sur une copie AliExpress, c'est ok si vous cassez une pièce, voilà, c'est pas grave. Vous apprendrez sûrement beaucoup, donc pas de panique. Et n'hésitez pas aussi à discuter avec des horlogers et à utiliser les mauvais termes. Peut-être qu'ils vous jugeront, mais au moins vous apprendrez. Et puis voilà. Et discutez avec nous aussi si on peut vous apporter quelques conseils, quelques petits détails, c'est avec plaisir. Oui, on est assez disponible. On essaye de répondre au maximum sur Instagram. Pour ma part, je réponds tous les jours de 18h à 19h à vos messages. Moi, c'est tout le temps, de 6h, dès que j'ouvre les yeux jusqu'à ce que je ferme les yeux, ça dépend vraiment. C'est vrai, moi aussi, je fais des extras, j'avoue, c'est vrai. Mais j'essaye de plus en plus de garder mon horaire de réponse aux questions. Sinon, je passe ma journée entière. Oui, c'est ça. On a vite fait de répondre et puis ouais.
Eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que on aura pu vous apporter, vous inspirer. J'espère que ça a pu éveiller des nouvelles questions chez vous, des nouvelles interrogations, des nouvelles envies. Je tiens à préciser que je ne suis pas meilleur apprenti de France, parce que bon, il y a eu quelques quiproquos dans le premier épisode. Je suis apprenti horloger et bon, ceux qui sont meilleurs apprentis de France ont vraiment un niveau qui est bien supérieur au mien. Mais on s'améliore petit à petit et on va faire au mieux. C'est vrai que j'ai peut-être fait un petit abus de langage en disant que c'était le meilleur apprenti horloger de France. Bon, on espère aussi qu'on a pu lever des barrières, des croyances limitantes, des peurs, des doutes, n'importe quoi. On espère sincèrement vous permettre d'avancer un petit peu dans votre processus d'apprentissage. C'est trop cool. Si vous aimez découvrir les complications, découvrir les noms des pièces, n'hésitez pas à aller voir le compte de Laura, le compte Instagram. Et si vous voulez plus des déballages ou tout ce qui touche un peu à l'horlogerie, des déballages de vieilles montres ou des histoires sur les marques ou même de l'horlogerie en général, n'hésitez pas à vous abonner au mien. Si vous voulez des anecdotes, des erreurs d'apprentissage drôles, des moments où on expérimente ensemble mais ça marche pas forcément, des anecdotes, des rencontres, n'importe quoi. Si vous voulez suivre une fille qui connaît rien mais qui apprend au fur et à mesure, venez sur Instagram, vous allez sûrement bien rigoler et apprendre aussi un petit peu des choses au passage. Sur mon compte, on partage, on expérimente, on apprend, on fait des erreurs. Et voilà, venez me suivre, abonnez-vous sur cette chaîne si vous voulez voir notre évolution, nos astuces de débutants et aussi un petit peu d'expérimenter quand même. On a un peu d'expérience, plus Mathis que moi. Mettez un petit pouce bleu, c'est encourageant pour faire d'autres épisodes. Si on a fait l'épisode 2 aujourd'hui, c'est parce qu'on a vu que l'épisode 1, il avait plu. Dites-nous si ça vous plaît, ce sera avec plaisir de vous faire une 3e vidéo. Et peut-être cette fois-ci, pas forcément sous format podcast, mais plutôt dans un atelier ou je sais pas où. N'hésitez pas à dire vos petites questions. Prenez soin de vous, apprenez un maximum de choses et expérimentez. Bisous!